Bonjour, Myriam. Et Marie-Claude. Bonjour. Marie-Claude. Monsieur. Asseyez-vous, hein. Les places. Tiens, on décide nous-mêmes comme ça. Bah non, vous avez dans notre bureau. On a demandé, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Perle Nguyen, chef de mission audit spécialisée dans le domaine bancaire. Tout d'abord, je souhaite vous remercier pour votre présence et pour nous accorder votre temps aujourd'hui. Et ensuite, je me présente, je suis Perle Nguyen, j'ai travaillé dans le service depuis 5 ans et demi en tant que chef de mission. Maintenant, je vais laisser la parole à mes collaborateurs pour leur présenter. Bonjour, je suis Florent Méronnet, je suis éditeur généraliste. Ça fait 2 ans que je suis là, j'ai publié sur des thèmes variés de DRH, plus d'agence, enfin du commercial. Et je suis ravi d'être là aujourd'hui. Bonjour, je suis Nicolas Starzynski, je suis auditeur senior. Je viens de passer senior en fait et j'ai mené divers audits, notamment bancaires, avec des actions de Bonjour, je m'appelle Laura Eklandras, je suis auditrice senior et là je commence ma 4e année au sein de ce service. Bonjour, je m'appelle Michael Da Silva, donc je suis éditeur junior. Je vais passer senior d'ici 1 an comme mon collègue Nicolas. Donc je fais beaucoup de missions à peu près sur toutes les thématiques de l'entreprise. Je ne suis pas spécialisé dans la banque, mais j'ai pas mal de missions dans la banque. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser ma spécialisation, c'est système d'information. Très bien. En fait, l'objectif de notre présence aujourd'hui est de comprendre précisément la procédure d'octroi de crédit et de faire avec vous un état des lieux des processus de contrôle. Notre but est de vérifier que les procédures en vigueur et les moyens mis à votre disposition sont toujours efficaces. Dans le cas contraire, nous chercherons avec vous des solutions pour améliorer l'environnement du contrôle et les processus. Mais excusez-moi, est-ce que c'était vraiment nécessaire cette réunion? Je suis un peu tourmentée, je ne comprends pas. On a un chiffre d'affaires qui est assez conséquent, on a une augmentation du chiffre d'affaires toujours... je ne comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'on est audité, pourquoi on est contrôlé, on a une équipe qui marche, tout le monde est content. C'est une atmosphère très détendue. Très détendue. Là, vous venez à 5 pour nous auditer. Voilà, en fait, je ne comprends pas trop le but en fait. En fait, ça fait partie de notre plan d'audit annuel. Nous allons auditer tous les services, pas seulement le service de la banque en ligne, mais aussi l'ensemble de toutes les activités de notre groupe. Et ne vous inquiétez pas, on est là pour vous aider et pour améliorer les processus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous poser pendant l'entretien. Mais vous dites que c'est annuel, mais ça fait 7 ans que je suis dans le service et je n'ai jamais été auditée depuis 7 ans. D'où est-ce que ça vient? Par qui? Voilà, je ne comprends pas. Et avec mes collègues, on est un petit peu tourmentés, on n'a pas très bien dormi. C'est vrai que ça veut dire éventuellement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ou il y a des fraudes à notre niveau. Alors que ça n'a jamais non, été le cas. Tout va bien, on a une augmentation de 15% du chiffre d'affaires tous les ans. En 2010, on a eu 20% d'augmentation du chiffre d'affaires. Voilà, Alors, réellement, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que quelque chose marche très bien qu'on peut pas essayer de la faire marcher d'une meilleure manière. Ah oui. On est vraiment là dans une idée d'amélioration. Mais si vous pouvez aller plus loin, grâce à notre aide, ça
sera super profitable pour nous, pour le groupe. Et puis ça permet aussi de capitaliser votre savoir-faire. On est aussi là pour ça. D'accord. Donc comment ça se passe? Vous allez venir regarder ce qu'on fait ou... Comment ça se passe? On va tout étudier, on va voir comment fonctionne ce processus-là. D'accord. On va regarder en détail, puis on va vous donner une synthèse de tout ça. Et ensuite, vous allez l'envoyer directement Nous sommes mandatés par la direction générale. D'accord. Donc c'est la direction générale qui vous envoie ici. Parce qu'il y a un dysfonctionnement. Non. Pas du tout. C'est Comme il vient de vous expliquer, c'est juste pour améliorer la qualité de service de tous les services dans notre groupe. Ne vous inquiétez pas. Après, je vais vous expliquer plus dans les détails comment nous allons fonctionner. D'accord. Donc, nous sommes ensemble pour une durée d'environ 1h15. Donc, voilà, permettez-moi de vous indiquer de quelle manière nous allons fonctionner. Tout d'abord, je vais vous poser quelques questions d'ordre général pour que nous puissions avoir une vue d'ensemble des opérations que vous réalisez. Ensuite, M. Mayronnet vous posera des questions plus spécifiques concernant la phase de constitution du dossier de crédit. Viendra ensuite M. Da Silva qui effectuera avec vous un zoom sur la phase d'étude et d'analyse des dossiers de nos clients. M. Stasinski se préoccupera de la phase finale du dossier et de l'octroi de crédit. Et enfin, pour finir, Mme Haas va analyser avec vous la phase de suivi et de clôture du dossier. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons besoin que vous nous remettiez certains documents nécessaires à nos analyses. Il nous faut donc un organigramme de la société ou de votre service. D'accord. Les fiches de poste de chacun des acteurs. L'annuaire du service et autres personnes relatives au processus. Un code de déontologie, si vous en avez. Une charte d'éthique. Une charte d'éthique. D'accord. Donc ça va être le seul document que je vais avoir ici. Si vous n'avez pas tout de suite le document, ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous faire parvenir par email ou un peu plus tard. D'accord. Par contre, on voulait juste que vous vous présentiez chacun d'entre vous pour un peu savoir à qui on aura affaire. Avant de commencer, on ne vous a pas encore demandé de vous présenter. D'accord, donc je suis Dominique Vilaine, je suis responsable du service crédit. Donc voici mon équipe, je vais leur laisser le temps de parole. Je m'appelle Luc Labora, je suis crédit analyse senior, donc je suis dans la boîte depuis un peu plus de 6 ans. Je suis Jérémy Salva, je suis comptable depuis 10 ans. Stéphane Murachol, je suis agent administratif et j'occupe ce poste depuis 2 ans. Myriam de Saint-Victor, je suis conseiller clientèle, donc je dépends plus du service commercial, mais par rapport à ce qu'on nous a dit de votre venue, je suis touchée par le cycle de crédit. Je suis dans l'entreprise depuis 2 ans, après un BTS banque. Je vais dire que moi aussi j'appartenais à la comptabilité, qui est à part du service. On va dire que toutes ces personnes sont parties prenantes en fait, de l'octroi de financement. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres services? Ah non, non, on a juste notre service crédit, donc... vous parlez des services dans le... Annexe. On touche un peu de la comptabilité. Du commercial. Un peu de commercial, un peu de recouvrement. Donc c'est vrai que c'est un processus qui touche plein d'autres activités et services annexes. Ensuite, je souhaite savoir également de combien de clients disposez-vous actuellement? Alors actuellement, on va avoir environ 100 000 clients. Pour toute la France ou aussi à l'international? On n'est que sur le territoire national. D'accord. Pour le moment. Pour le moment. Si, pour le moment, c'est-à-dire que vous avez des perspectives d'évolution.
d'internationalisation. Vous savez, vous connaissez notre directeur qui, à la dernière réunion annuelle, a parlé de perspectives de croissance, peut-être à l'étranger, comme nous, nous sommes dans l'attente de savoir comment notre entreprise va évoluer. Et comme vous êtes plus proche d'eux, je pourrais nous éclairer en plus. Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos objectifs généraux en termes de produits nets bancaires ou en termes de créances de clients? Alors, en tant que produit, nous, on va proposer que des crédits. D'accord? On ne touche pas crédit à la consommation. Voilà. Et aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros. Et on a un objectif d'augmentation chaque année de 8% en chiffre d'affaires. Et aussi, on a un objectif d'une réduction de 10% en termes de clients qui partent en recouvrement. Après, j'aimerais aussi savoir un peu plus sur le cheminement d'un dossier de crédit entre la phase de candidature jusqu'à la mise à disposition des fonds. Quel est le processus que vous avez mis en place? Alors, il faut savoir que ça reste une banque en ligne. Donc, la demande de financement va toujours se faire en ligne, par Internet. Donc, il y a une simulation qui est faite et ensuite, le client va entrer les informations sur le site Internet et va faire une demande de financement en ligne. Et ensuite, je vais laisser mes collègues discuter, parler un petit peu du cheminement en fait, de la demande de financement à l'arrivée de la réception des informations. Donc en fait, c'est moi, en tant qu'agent administratif, qui reçoit le dossier complété par le demandeur sur Internet. Donc on lui demande les informations. Donc par là, après, il y a un scoring automatisé qui est mis en place avec toutes les informations dont on a besoin, qui va sortir une simulation. Et suite à ça, le client, si toutes les informations sont correctes, qui lui donnent un scoring établi, le futur client devra envoyer le dossier physique cette fois-ci. Donc c'est moi qui m'occupe de la réception de ce dossier et qui va faire la comparaison entre le dossier physique que je reçois avec les informations qui ont été mises dans le scoring. Donc je fais tout un système de contrôle pour voir si les informations sont pertinentes, sont vraies. Je fais une étude des fraudes également en consultant le FICP. Et donc une fois que j'ai fait ce contrôle, soit toutes les pièces sont concordantes, le dossier est bon. Donc de là, après, c'est le dossier de financement qui se crée. Si le dossier n'est pas bon, je demande des corrections au client qui me renvoie. Si ça change le scoring, on refait passer le dossier au scoring pour actualiser les données. Donc si le dossier est incomplet, je le renvoie à Myriam, au conseiller clientèle, qui aura pour but de contacter le client pour avoir les informations nécessaires. Donc après, si le dossier est accepté, je le rentre dans la base de données, le dossier de financement, et après ça passe dans les mains de l'analyste crédit. Donc après, c'est moi qui prends la main. Donc une fois que j'ai le dossier, que toutes les pièces ont été vérifiées, donc je procède à une analyse financière du dossier. Voilà, je calcule le taux, les annuités, la durée. Et une fois que tout est OK, ce que je fais, c'est que j'imprime un bon pour accord. Donc moi, ce que je peux faire à mon niveau, c'est de donner un accord préalable. Donc une fois que je vois que tout est bon, donc j'oppose ma signature et je transmets le dossier pour ma responsable, mademoiselle Imbile. Je vais revenir juste à monsieur. Vous m'avez parlé des systèmes de contrôle. Après avoir reçu le dossier physique, donc est-ce que vous pouvez rentrer un peu dans les détails et de me préciser les étapes clés de contrôle au cours du processus?
Et en fait, je liste toutes les informations dont on a besoin et donc je contrôle avec les pièces qui font preuve. Donc ça peut aller par exemple quand il a rentré son revenu, je vais contrôler avec les fiches de revenus ou d'imposition si c'est concordant, ou par exemple s'il a annoncé qu'il avait 3 enfants, avoir les pièces justificatives comme quoi il avait bien 3 enfants et pas 2 ou 4. Donc tout un système de contrôle point par point de toutes les infos, les informations dont on a besoin. Et vous allez contrôler de quelle manière ce sont des informations enregistrées dans le système d'information, c'est ça? Oui, je compare en fait les informations qui ont été données pour remplir le scoring avec le dossier physique que j'ai reçu, et donc je compare les deux, point par point. D'accord. Et maintenant, je vais passer la parole à M. Méranet, qui va vous poser des questions sur la constitution du dossier. Ça vous fait de savoir si vous tous ici vous avez reçu des formations concernant la réglementation du conso. Non. On a eu, je sais qu'au service commercial, nous, on a eu une formation d'une semaine. C'est nouveau pour tous les. C'est une formation qui est faite à tous les commerciaux pour avoir des notions un peu de crédit conso. Il faut savoir que le service clientèle est vraiment généraliste. Ils peuvent renseigner sur le crédit comme sur les produits bancaires, la carte bancaire, les assurances, tout ce qui est bourse aussi. Donc ils ont une formation dès le départ, en fait, dès qu'ils intègrent donc la banque. Ils ont une formation de 3 mois chaque semaine sur un domaine différent. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un service annexe aussi, service juridique, donc c'est lui plutôt qui s'occupe de ça, donc il fait de la veille juridique. Donc par exemple, la loi sur la communication du taux, on communique maintenant le taux TEG, c'est lui qui prendra, par exemple, qui fera une formation pour les gens qui sont au service clientèle. Donc on communique par rapport à ce taux, pas par rapport à un taux promotionnel par exemple. Donc c'est plutôt eux qui font éventuellement une formation s'ils jugent que voilà, le cadre réglementaire a changé considérablement. Et dans ce cas-là, on se met bien sûr en ordre. Puis vous savez, les clients ont toujours beaucoup de questions. Moi, je suis à côté de mon téléphone toute la journée. Ils posent des questions, puis il y en a dans le but d'obtenir le crédit, qui font beaucoup d'esbrouf. Donc moi, il faut que par derrière, je puisse répondre à des questions, avoir toutes les informations nécessaires pour pas qu'il y ait d'ennuis, du discord avec les clients. On nous donne aussi beaucoup de cours sur le contact, la relation, comment être poli, enfin. Voilà. Vous vous sentez suffisamment formé? Je me sens... vous savez, on apprend beaucoup par l'expérience aussi, comment gérer un conflit. Enfin, je pense qu'il y a aussi une part d'autodidacte où il faut vraiment apprendre soi-même, apprendre sur soi, faire de la gestion personnelle en fait. Vous savez, c'est comme dans la vie, les conflits ne sont pas forcément faciles à gérer et il y a des côtés sur lesquels il faut vraiment prendre sur soi. Il faut savoir que le conseiller clientèle va juste informer sur le crédit qu'on propose, mais jamais va donner des informations sur le scoring, pourquoi est-ce que mon dossier n'est pas passé, tout ça. Ça reste vraiment du confidentiel. Monsieur Méranet, je voulais savoir si vous vérifiez un petit peu la véracité des documents et vous rapprochez ça avec des déclarations que vous faites à nos clients. Si vous avez reçu une formation concernant le KYC, est-ce que ça vous parle? Non. Est-ce que vous pourriez me lister les documents qui sont demandés à nos clients? C'est une liste assez importante, mais comme je vous ai dit, ça va des revenus aux impôts, à la situation situation familiale, mariés, pas mariés, est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce qu'ils ont déjà des crédits ou pas, est-ce qu'il y a un crédit maison, donc tout ce qui tourne autour du financier. C'est celle-là? Et oui, je peux vous donner la fiche
de toutes les pièces justificatives. Voilà. Les pièces justificatives que Vous l'on pourrez demande. aussi trouver sur le site internet. Ok, merci. Donc ça concerne la demande de crédit. Lorsqu'on constitue un de ses clients en banque, on a besoin d'infos pour connaître nos clients. Est-ce que vous recevez des cartes d'identité, des documents de ce type-là? Oui, tout est marqué sur la feuille que je viens de vous donner. Ça marche, super. Je vous remercie. Alors, une fois que ça vous dit... Ah oui. Par exemple, sur une photocopie de carte d'identité, on va prendre cet exemple-là. Comment est-ce que vous vérifiez l'authenticité de ce document? Ben, on voit une photocopie d'identité, on demande toutes les pièces relatives, on voit forcément, ne va pas nous donner que des pièces, je dirais, fausses. Du coup, c'est en faisant le lien entre toutes les pièces, on remarque bien s'il y a une fraude quelque part ou pas. Vous vérifiez les incohérences qu'il y a entre les différents documents. Et donc une fois que vous avez tous ces documents, vous les faites passer. J'ai oublié à qui, excusez-moi. Analyste crédit. Ensuite à la responsable. Oui. Et ensuite, qui est-ce qui les classe? Après qu'elle étudie le dossier, donc... Je pose ma deuxième signature, donc c'est une signature définitive. Et donc j'ai les 3 exemplaires des bons pour accord. Et donc je vais les envoyer donc, à mon service et donc au service clientèle également pour que cette personne puisse contacter le client, faire part donc, de l'offre et également grâce à son sens de contact vendre quelques autres produits. Et fidéliser la clientèle. Voilà, et sinon, pour répondre à votre question, l'archivage peut se faire au niveau du service administratif. Après, ça dépend de quand vous dites archivage, vous parlez de quel document? Les documents qui concernent le dossier crédit et le dossier client aussi. Est-ce que vous voulez détruire? Parce qu'il y a un dossier physique qui est maintenu. Donc il y a aussi, on a aussi, comme on est une banque en ligne, donc on travaille beaucoup avec l'informatique, donc on a aussi les dossiers qui sont stockés, mais sur nos disques durs. Voilà, on a nos bases de données avec tous les documents numérisés. Donc voilà, on a une case avec des fichiers numérisés et voilà, tout le monde peut avoir accès à ces fichiers clients. Et le dossier physique, vous le conservez ou est-ce qu'il est détruit? Il est conservé au niveau de l'administration. Il faut savoir que quand un dossier est refusé, on renvoie automatiquement toutes les pièces qu'on nous a fournies à la personne concernée. Oui, juste pour terminer avec cet aspect documentaire, je voulais savoir si vous avez mis en place une charte de conservation des données signée par les clients. Ils savent que quand ils nous envoient les pièces, si le dossier est accepté, ça va rentrer dans notre base de données et donc on a besoin de leur signature de leur accord pour conserver leurs informations. Et de toute façon, s'ils deviennent clients de notre banque, on va forcément garder les informations sur eux. Par contre, comme je vous ai dit, si le dossier est refusé, là, on a un engagement écrit à renvoyer toutes leurs pièces qu'ils nous ont envoyées. Oui, vous avez dû voir sur votre site que nous nous engageons bien sûr, à ne pas divulguer aucune information. Respecter la vie privée du gens. Ça, c'est quelque chose d'important, puis c'est un rapport de confiance qui se fait. Comme on ne voit pas la clientèle, c'est quelque chose qui est par Internet, donc on essaie de faire vraiment bien le travail, d'être vraiment réglo sur ce point-là. Exactement, donc c'est vrai que les données qu'on a, on ne va pas les commercialiser ou les vendre pour des publicitaires, donc il y a une charte en interne pour qu'on puisse préserver l'anonymat des gens et leur vie privée. Et on vous communiquera donc ce document les jours à venir. Cette charte n'est pas transmise aux clients, c'est bien en interne seulement. Il y a une charte clause interne dans le contrat en fait. et sur notre site, une clause comme quoi, de la clause de notre engagement.
Donc voilà, moi je vais m'occuper de la phase surtout d'études et d'analyse, c'est avec M. Bourras, c'est bien ça. Oui. Je voulais savoir un peu plus en détail, donc comment se déroule la phase d'études et d'analyse. Vous nous avez dit que vous calculez après les analyses financières le taux, l'annuité, la durée, mais comment ça se passe concrètement? Calculer, c'est un grand mot. Après, je sais pas si vous connaissez un peu le métier ou pas. Bien sûr, je connais. Mais... un peu, d'accord. En fait, on a un système d'information, donc tout est informatisé. Donc moi, je travaille sur le logiciel de notre banque. Donc après cela, ce que je fais rentrer, c'est que je travaille par rapport à une analyse des ressources. Donc je calcule par rapport au papier que j'ai reçu, par rapport aux avis d'imposition. Déjà, j'essaie de faire rentrer j'ai l'ensemble des revenus, parce que les revenus peuvent être autres que le salaire. Donc ça peut être un héritage, ça peut être quelqu'un qui loue un bien, donc il a des rentrées d'argent. Donc on va voir aussi s'il a des crédits à côté. Ça aussi, ça rentre dans le calcul. Un autre aspect important, c'est l'apport personnel de la personne. Si elle avance ou pas des fonds. Donc, après cela, dès que j'ai rentré toutes ces informations, avec le logiciel, je détermine le taux d'intérêt, la durée et le montant des mensualités. D'accord. Mais j'ai une question. Comment faites-vous pour savoir si la personne a d'autres crédits ou pas, sachant que les banques ne communiquent pas entre elles les informations? Donc, en détail, si un client a des crédits dans une autre banque, comment faites-vous? Moi, j'essaie je fais avec les papiers que je reçois. Donc, on essaie de voir ça s'il y a une trace sur les papiers qu'on a, puisque c'est une question aussi qu'on demande avant. Après, bon. Rien n'empêche qu'éventuellement la personne ait d'autres crédits, qu'elle ait peut-être pu les cacher. Donc après, tant que la personne paye ses crédits, donc on sait qu'elle est réglo. Donc après, si on va dans le principe que c'est un mauvais payeur, donc il aura forcément des soucis, donc il peut être fiché Banque de France. Donc ce que mon collègue fait avant moi, c'est qu'il vérifie que cette personne n'est pas fichée. Donc moi à mon niveau c'est le travail que je fais. Après c'est vrai qu'on travaille avec on va dire un document interne qu'on pourra vous passer et avec lequel on peut déterminer le taux et le minimum qu'on doit laisser à la personne en enlevant par exemple l'ensemble des charges qu'elle a. L'ensemble des charges plus nos mensualités, il faut qu'il lui reste un minimum. Donc après ça dépend s'il est célibataire, s'il est marié, s'il a des enfants. Donc le montant minimum change. D'accord. Bon, êtes-vous la seule personne qui est en charge de faire cette phase d'analyse, si vous n'êtes pas présent dans l'entreprise, qui s'occupe de faire ces études? La seule, je suis pas sûr, mais le plus ancien, oui. Je suis le plus ancien. Après, j'ai 5 collègues qui travaillent avec moi, qui ont le même poste. Donc, on a aussi des crédits analystes juniors. Et avec 3 seniors. Donc, cela dépend des montants aussi. Ensuite, après validation donc, suite aux études, ouais. Qui est-ce qui s'occupe de faire un peu les vérifications après vous? Est-ce qu'il y a une personne qui intervient? Après, bon, moi, une fois que je détermine le taux d'intérêt, la durée, les annuités, donc je vois que ça tient la route financièrement parlant, donc la personne peut vivre avec ce crédit-là. Donc je mets ma signature et je transmets le dossier à ma responsable qui le revalide. Donc au niveau de vos activités, comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Alors je reçois le dossier en question de la demande de financement avec donc, les 3 bons pour accord signés par mon collègue. Et je vérifie en fait la conformité des informations, si ce qu'on lui propose est conforme et adapté donc, au profil du client potentiel. Et ensuite, si je suis d'accord, hop, je mets une petite signature. Et j'envoie donc un bon pour accord au service client, un bon qui sera envoyé au service crédit et un bon qui sera envoyé au service commercial clientèle. Voilà, c'est le comptabilité clientèle. J'aimerais revenir sur un point que vous avez soulevé. Vous avez dit vous avez des juniors dans votre équipe, des seniors, et selon les montants, ça allait changer de main. Oui, le crédit allait changer de main. À partir de quel montant
Alors, jusqu'à 5 000 €, les juniors vont pouvoir donc, prendre en charge la demande de financement. Et ensuite, au-delà de 5 000 €, ce sera un senior qui prendra donc, en charge le dossier. Et on considère qu'au-delà de 20 000 €, donc, je le fais à deux avec un senior. Donc il y aura un double contrôle de votre part et notre responsable pour tout ce qui Il y a toujours un double contrôle, surtout après la période de crise. Donc c'est vrai qu'il y a eu une certaine crise de confiance. Donc c'est un dispositif du contrôle interne qu'on a appliqué. Donc c'est vrai que du fait de mon expérience dans d'autres boîtes, quand on est en général analyse crédit senior, on n'a pas besoin de ça revalider. Donc là, chez Netbank, il y a vraiment deux rideaux, pour pas dire un troisième. Donc, le troisième serait pour pas dire, le troisième serait par exemple le fait que si c'est un montant assez important, il y a le directeur de l'analyse crédit qui fait l'étude avec lui. Donc il se penche vraiment sur l'ensemble des détails. Donc on ne laisse pas le travail à, on va dire, au senior, et après il est revalidé par son directeur. Donc il travaille vraiment à deux sur le dossier. Donc il y a une vérification plus rigoureuse. Pouvez-vous m'expliquer quels sont exactement les moyens que vous avez pour vérifier la solvabilité au niveau de votre logiciel? Vous êtes très familier avec ce logiciel, vous m'avez fait comprendre. Donc le logiciel, après moi je ne saurais pas vous dire quelle requête il envoie à qui. Donc c'est vrai qu'au niveau des algorithmes, moi je ne suis pas informaticien. Donc moi je suis formé en fait sur l'utilisation du masque qui m'est attribué. Donc j'ai des habilités en tant qu'octroyeur, donc j'ai accès à des masques particuliers. Entre autres, j'ai le masque qui m'aide à calculer en fait. Donc si vous voulez, j'ai pas de calculatrice sur mon bureau, vous en trouverez pas. Donc après, on va dire que le masque qui m'est attribué, donc il prend en compte par exemple les taux d'intérêt appliqués par Netbank, donc qui peuvent être actualisés. Donc au fur et à mesure, donc c'est aussi une mesure de contrôle dans la mesure où c'est pas moi qui prends la calculette et par exemple qui me trompe de zéro. Donc j'ai en face de moi l'ordinateur, c'est lui qui fait les calculs. Moi je fais rentrer les données. Après bon, je peux le reprendre si je vois qu'il y a un petit bug. Donc de par mon expérience, ça fait 8 ans que je suis en boîte, donc sans faire rentrer les informations, des fois rien qu'avec les montants, je peux éventuellement connaître à peu près le taux. Mais bon, c'est le logiciel qui déterminera le taux exact. Donc c'est pas moi qui calcule. Et en cas de défaillance du logiciel, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement si vous... Je pense qu'on est comme vous, donc si on n'a pas l'informatique, c'est vrai que ça veut dire qu'on n'a pas de scoring, donc ça veut dire qu'on n'a pas de logiciel statistique qui analyse les risques, que je ne peux pas calculer les taux, je peux le faire manuellement, mais bon. Je pense que dans notre procédure de contrôle interne, on ne peut pas travailler manuellement, donc il faut qu'il y ait des traces. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je me log sur le système d'information, donc j'ai mon user, j'ai mon password, donc j'ai un matricule qui est attribué. Donc là où je vais sur l'ensemble des masques qui sont appliqués, par exemple au service octroi, j'ai en constant, je laisse une trace. Donc sur tous les dossiers, en fait, il y a la trace de mes identifiants. Donc pour tout dossier de crédit, il doit comporter par exemple les identifiants de celui qui l'a fait. Donc il faut qu'il y ait toujours une trace. Donc si on n'a pas le système, il n'y a pas de trace, donc on ne peut pas travailler le dossier. Bien sûr. Ce logiciel, il est fiable selon vous? Parce que vous disiez en cas de petits bugs, vous savez à peu près... Disons que pour le moment, depuis 8 ans que je travaille dessus, il a donné des bons résultats. Vous savez, nous on est dans le service octroi. Après, je pense que pour les questions peut-être plus techniques, ça relève. Après, par exemple, oui. Après, quand on voit que logiquement c'est un taux de, on va dire 7%, et je vois qu'il dit 200%, c'est qu'il y a forcément quelque chose. C'est jamais arrivé, mais bon, c'était plus pour dire en fait que on peut reprendre du fait que voilà, on traite beaucoup de dossiers, donc même si on ne calcule pas manuellement, on peut savoir à peu près où est-ce que se situe le taux. Mais cela n'implique pas qu'on va mettre le taux de nos têtes ou avec notre calculatrice. Ça reste toujours le logiciel qui le fait.
Et donc nous on a nos identifiants, donc on ne peut pas se permettre de mettre n'importe quel taux, parce que s'il y a un souci après, donc admettons que la personne n'a pas payé, que le taux n'est pas bon, donc j'aurai la personne du recouvrement qui viendra et avec le papier, voilà, c'est vos identifiants, c'est vous qui avez identifié monsieur, c'est vous qui lui avez appliqué tel taux, que le monsieur, il n'avait pas droit forcément à ce taux-là, ni à ce crédit-là. Donc au fait, j'engage aussi ma responsabilité. Et s'il y a un mauvais taux qui est affecté, ouais. Comment ça se passe la procédure Moi perso, au bout de 8 ans, j'ai jamais affecté un taux bizarre. Donc je suis ce qu'il y a. Après éventuellement, si je vois que le taux ne va pas, je peux éventuellement le calculer, essayer de le calculer manuellement pour voir si c'est un bug ou pas. Mais en général, pour le moment, je pense que c'est jamais arrivé. Ça fait 8 ans que je travaille aussi avec lui et je suis très contente de son travail et il n'y a jamais eu d'erreur. Et après, je pense qu'il y a aussi le fait que je suis revalidé. Donc après, à son niveau, si elle voit que le taux ne concorde pas vraiment avec les ressources financières de la personne, l'apport qu'elle a donné, donc elle peut éventuellement revenir vers moi pour me dire c'est quoi ce taux. J'ai une dernière question. Est-ce que vous travaillez avec le service compliance, justement, par rapport à la fraude? S'il y a une fraude qui peut se produire, est-ce que vous êtes en relation, vous leur envoyez les documents ou pas Éventuellement. Donc après, c'est vrai que si vous voulez, si fraude y a, elle sera découverte qu'a posteriori. Donc ça veut dire que c'est plutôt au service recouvrement qu'on va les découvrir. Après, ce qu'on peut faire, c'est que nous, on a des réunions mensuelles, donc avec, entre autres, le service que vous avez mentionné, en plus du service recouvrement, donc plus mon collègue du service administratif. Et donc, pour essayer de voir ce qui ne va pas, par exemple, s'il y a une fraude, essayer de contrer ce type de fraude. Qui est amené à participer à ces réunions interservices? Tout le personnel ou juste les responsables? On va dire qu'on a le plus vieux des seniors donc en crédit analyste. Plus ancien, je préfère. Le plus ancien, je dis pas. Le plus ancien, moi-même, le responsable du service informatique et aussi le responsable du service clientèle. On essaye de voir en fait voilà, qui sont les mauvais payeurs, qui sont les bons payeurs. Et d'améliorer en fait le scoring, le logiciel, pour éviter donc les clients qui partent en recouvrement. Donc ça fait partie de notre objectif. Cette année, en fait, moi je vais m'occuper de la partie post-analyse, justement après la deuxième validation par an à l'année. Oui. Donc je voulais savoir en fait, comment ça se passe à partir du moment où vous avez validé, vous avez donné votre accord définitif et que vous transmettez cet ordre d'accord définitif. Comment ça se passe ensuite quelles sont les opérations qui sont réalisées pour les produits et les contacts avec les clients? Alors, je vais envoyer donc l'information au service clientèle. Le conseiller clientèle va recevoir dans son inbox une tâche. Donc voilà, il faut appeler le client pour le renseigner, pour lui informer de l'accord du financement. Et donc, si le client est toujours intéressé, le conseiller clientèle va imprimer le contrat en 3 exemplaires et donc va l'envoyer dans la journée au client. Et ensuite, le client donc, il aura un mois pour 30 jours, 30 jours à partir donc, de la date d'envoi, pour nous renvoyer les 2 exemplaires du contrat signé. Et donc il sera traité par le service administratif. Non, depuis la nouvelle législation, c'est 3 exemplaires du contrat signé qu'on lui envoie dans une... moi, je lui envoie 3 exemplaires. Il en envoie 3, il en garde un pour lui et il nous en renvoie 2. Voilà. Mais moi, je l'ai imprimé en 3 fois. Oui. Très bien. Très mieux. Ce qu'elle avait dit. Ouais, elle avait dit 3. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, il sera traité donc, en interne à l'administration. Et donc, je vais laisser la parole au comptable clientèle qui va expliquer un petit peu comment ça se passe.
Alors moi, dès que je reçois le contrat signé, j'ai un contrat signé qui m'arrive directement. Je regarde sur l'informatique si le client a bien reçu le contrat. C'est-à-dire, dès qu'elle imprime le contrat, en fait, il y a un masque qui apparaît, comme quoi le client, on lui a envoyé des contrats. S'il y a ça, donc en gros c'est un feu vert, je compare avec le bon pour accord, et avec le contrat signé, moi je mets en place le virement et les prélèvements. Voilà. Alors, donc, vous vérifiez, parce que vous regardiez si le client il a imprimé de votre site le contrat. Non, c'est en commercial. Ils impriment les contrats et en fait, quand ils impriment, automatiquement sur la fiche du client, ça se met à jour contrat imprimé et donc envoyé. Donc en fait, si par exemple elle n'a pas imprimé les contrats, ça veut dire qu'il a dit, que c'est pas encore, le dossier ne lui est pas encore arrivé, il peut pas imprimer un faux contrat ou quelque chose comme ça. Moi, je sais qu'elle a imprimé son contrat et donc le client a bien reçu un accord de chez nous. En plus, j'ai le bon pour accord, donc je sais que le contrat est officiel. Même si, voilà, et donc j'ai le contrat, le bon pour accord, et donc j'octroie les fonds. Et donc comment ça se passe? La mise à disposition des fonds, c'est vous qui le faites avec le virement. Est-ce que le client vous fournit un RIB avec un transfert de fonds sur un autre compte, parce qu'il est obligé d'ouvrir un compte ici? Est-ce qu'il a un compte client qui dispose des fonds directement? Ça, en fait, c'est le rôle du commercial, à essayer de lui faire ouvrir le compte chez nous. C'est vrai que nous... Moi, j'ai un RIB, voilà. En fait, c'est plus le rôle de Myriam quand elle est au contact avec la clientèle. Bon. Voilà. Une fois que j'appelle le client pour l'informer de l'accord du crédit, après le double contrôle, là, c'est là où mon rôle de commercial intervient et où je vais essayer de vendre un produit et l'ouverture d'un compte chez nous qui engendrerait un geste commercial. Et si le client ne souhaite pas ouvrir de compte chez nous, il nous transmet de toute façon dans le retour des 2 exemplaires du contrat qu'il nous envoie, le RIB auquel il faudra faire les virements. Vous avez mis un doute sur le contrat, même si, et puis vous n'avez pas terminé votre phrase, parce qu'il pourrait subvenir comme ceci à réception. Aucun. Normalement, si j'ai le contrat, c'est qu'ils ont bien fait leur boulot. Et en fait, la vérification qu'ils ont bien fait leur boulot, c'est qu'il y a écrit en attente de... Enfin, j'ai mon masque qui me dit qu'elle a bien envoyé les contrats. Donc si je le reçois, c'est qu'ils ont... Mais si vous avez... Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que même sur son masque, il peut voir le taux, donc il peut comparer que c'est le bon contrat, que c'est le bon taux appliqué. Ouais. Une petite question. Donc lorsque le contrat il est imprimé, donc ça génère quelque chose sur le système d'information, comme quoi il a été imprimé, après il est envoyé. Donc, qui s'occupe de la traçabilité? C'est-à-dire, est-ce que le contrat il est reçu par le client ou pas? Parce que s'il y a une adresse qui a changé, parce que dans le système informatique, vous l'avez envoyé le contrat, mais vous ne savez pas s'il a reçu ou pas. Tous nos contrats que... Là, il y a le retour par la poste. Si les Vous parents... n'avez pas de retour, donc là c'est le dossier. En fait, si je reçois rien, moi si je consulte par exemple la fiche de n'importe quel client, qui est écrit en attente du contrat, tant que j'ai pas le contrat, même s'il l'a signé, qu'il ne me renvoie jamais, il n'aura pas ses fonds, quoi. En fait, si vous voulez, son travail il commence à partir du moment où il reçoit son contrat. Donc maintenant, si le contrat il se perd ou il va ailleurs, c'est pas trop de son C'est ressort. une question générale, même pour le service clientèle. Donc c'est plus service clientèle. Après, comment on peut avoir une trace? C'est plus un coup de téléphone d'un client qui gueule parce que ça fait 10 jours qu'il a envoyé, qu'il n'a rien reçu. Voilà, quand je contacte le client, Si on va... Je pense qu'il y a un système, mais bon, j'ai pas les habilités. Myriam, peut-être qu'elle a les habilités qu'elle peut voir au oui, niveau de voilà, son... justement, quand j'appelle le client pour lui dire que le contrat est octroyé, je lui dis qu'il recevra ses contrats, les 3 exemplaires, dans les 3 jours, puisque nous avons un service de poste rapide, et je lui demande de nous contacter si jamais il n'a pas reçu les contrats. Et s'il ne reçoit pas, enfin s'il ne renvoie pas de contrat signé dans les 30 jours, qu'est-ce qui se passe en fait avec tout ce dossier qui a été constitué? Le dossier reste en attente. Et dans les 30 jours, moi je vais aller recontacter pour avoir un suivi, savoir si c'est un abandon de la demande de financement ou si nous poursuivons la demande. Ensuite, j'avais une question par rapport à l'octroi des fonds. Donc, plus particulièrement, en fait, qui vous met à disposition vous en fait les fonds? Parce
que quand vous effectuez le virement, vous avez déjà les fonds qui ont été débloqués. Alors est-ce que c'est vous qui débloquez directement ces fonds, qui faites la création monétaire, ou alors c'est quelqu'un d'autre qui, dans le groupe, est chargé de cette création? Directeur financier. Moi, je suis juste comptable, j'opère juste les virements. Et enfin, moi, si on me dit oui au crédit, normalement, le compte est. Enfin, on est censé avoir les fonds quand c'est prévu. Donc, c'est pas. Là, je pense que pour les fonds d'où ils viennent, je suis pas du tout au courant. Moi, je mets juste en place le virement. Et, voilà. Donc, en fait, dès que le contrat, c'est quand le contrat est imprimé que vous avez déjà les fonds en attente. Je pense. Normalement, ils doivent faire une demande. Ou alors à la direction financière, ils doivent avoir les fonds qui manquent et qui doivent approvisionner. Est-ce qu'on pourrait avoir le contact? Oui, j'ai les coordonnées du directeur financier, donc il sera ravi d'être audité. Et oui, je voulais vous demander, donc, au niveau de l'octroi des fonds, en fait, donc c'est le directeur financier qui vous envoie ces fonds, mais c'est le directeur financier, je pense, qui est très sollicité. Donc ça prend combien de temps, plus ou moins, pour obtenir les fonds et d'obtenir sa signature, déblocage des fonds en général? Moi, il me signe rien en fait. Je fais juste un virement. Et le virement provient d'un compte bancaire que la banque a et il est approvisionné ou pas. C'est son rôle qui est de la trésorerie. Moi, s'il n'y a pas de trésorerie, je fais un découvert. C'est la trésorerie, j'y touche pas. C'est à son rôle d'approvisionner le compte et de faire en sorte que les virements qu'on doit passer soient faits. Donc, êtes-vous en relation justement avec ce directeur financier pour... Alors, j'ai pas de relation directe avec ce directeur financier. Par contre, on a remarqué, voilà, sous 3 jours ouvrés, les fonds sont débloqués, sont virés. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de devoir recontacter le client pour le faire patienter parce que vous n'aviez pas les fonds à disposition? Alors jusqu'ici, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. C'est-à-dire qu'on est atteint par la crise, là. Pour le moment, ça va. J'avais une dernière question concernant l'octroi des fonds. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez connaissance du minimum de fonds propres, du total de fonds propres qui était nécessaire par rapport à la somme du crédit octroyé, qui était nécessaire à garder? en particulier, enfin, j'ai pas eu de formation, moi, je suis juste comptable, mais je crois que de mémoire, c'est 50%, je crois, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est au directeur financier de. Ouais, voilà. J'aimerais qu'on change de sujet, qu'on parle de tout ce qui est suivi de ton client. Donc, après qu'une demande de prêt a été approuvée, est-ce qu'il y a une procédure de suivi de ce client et la réalisation de son projet, c'est-à-dire la raison de son prêt? Et si oui, c'est qui est-ce que la personne responsable pourrait m'expliquer un peu comment ça fonctionne, cette procédure? Alors, moi, pour le suivi, je mets aussi en place les prélèvements mensuels qu'on effectue sur son compte. Et si ceux-là ne sont pas faits, les commerciaux et moi-même avons un retour sur ordinateur, donc tous les matins dès qu'on allume, de ceux qui n'ont pas payé. Et donc à ce niveau-là, on transmet les dossiers au service recouvrement. Voilà, d'abord il y a un coup de fil pour savoir la raison pour laquelle les prélèvements n'ont pas pu être faits, et ensuite les dossiers sont transmis au service de recouvrement. Et si le client est en encours, il dépend du service de Myriam, donc ça reste un client qui peut appeler pour tous les jours s'il a besoin d'informations. Donc je pense que c'est Myriam qui s'en occupe. S'il est en situation difficile, en impayé, donc c'est le service recouvrement qui s'en occupe. Donc ça, il sort un peu de notre juridiction sans sortir vraiment, puisque nous, avec nos réunions avec le directeur du recouvrement, donc on voit à peu près le profil des personnes qui sont en difficulté de paiement. Donc on essaie aussi de calibrer, peut-être d'améliorer nos études aussi. Donc
d'améliorer le scoring avec la personne qui s'occupe du service informatique qui s'occupe de ce système-là. Donc on essaie aussi de l'adapter par rapport au changement d'environnement, par exemple en situation de crise, peut-être il y a des nouveaux profils de mauvais payeurs qui peuvent apparaître. Donc nous, ça nous intéresse juste par rapport à ce point-là, pour être encore plus efficace dans notre travail. Donc le suivi sera déclenché dès que... En fait, si vous voulez, je vais vous expliquer. Donc, tant que le client est en encours, donc il n'y a rien qui est fait, donc il y a le masque auquel Myriam peut accéder, donc elle voit que la situation est normale, donc si elle reçoit un numéro de téléphone avec le nom, le prénom, elle peut avoir le dossier, elle peut voir aussi la situation, donc en bas du masque c'est écrit la situation, donc si c'est en cours, ça veut dire que le client il est en cours, il est en règle, c'est écrit RET, ça veut dire retard, ça veut dire recouvrement, donc il ne dépend pas de nous, même si par exemple je pense que Myriam elle reçoit ce type d'appel, oui. Elle passe l'appel automatiquement au service recouvrement, voilà. Donc il sort de notre juridiction. Est-ce qu'il y a un délai précisé de retardement de paiement? Est-ce qu'il y a X jours avant que le retard qui fait que le client sera transmis? Je pense que M. Gomez du service recouvrement pourrait vous répondre mieux à cette question, parce que c'est vrai que ça dépend plus du service recouvrement, mais de tête, je crois que c'est 7 jours. En fait, ouais, quand on a le prélèvement qui nous revient payé, donc moi j'ai le retour, Myriam aussi, Myriam contacte, et si le client nous dit excusez-nous c'est exceptionnel, j'ai fait un gros achat, on fait patienter. Si elle sent que s'il y en a un deuxième qui arrive et que voilà, là ça part en recouvrement. Ça part direct en recouvrement. D'accord. Voilà, surtout en clientèle. Et en cas où vous avez des clients considérés comme douteux, est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu dans quelle situation qu'est-ce qu'il faut pour que le client soit considéré comme douteux et le suivi d'un dossier d'un client douteux, ça se fait comment? Justement, vous définissez quoi par douteux? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous y avez, quand vous accordez un crédit, est-ce que vous aviez de différents classements de clients par rapport à votre prévision au niveau de leur moyen? En tout cas, à mon niveau, si c'est un client douteux, moi je ne finance pas. Donc il y a un supplément d'investigation, peut-être qu'il y a des papiers qu'on peut lui demander en plus, mais je pense qu'aucun analyse crédit qui ait un minimum de cervelle ne financerait quelqu'un qui est douteux. En fait, ce que je veux dire, c'est une fois que le financement était accordé. Le client n'était pas douteux au moment où le financement était accordé. Et pendant le suivi, est-ce qu'il est en encours ou est-ce qu'il est en recouvrement? Dans les deux cas. S'il est en encours, douteux, pour moi, je veux bien avoir 10 000 clients douteux qui payent. C'est pas grave, c'est pas le problème. Mais s'il est en retard, c'est le recouvrement, c'est leur problème aussi. Ouais. 3 impayés en comptabilité, on les passe douteux. Ouais. Après, il y a peut-être le service, éventuellement le service contentieux qui rentre en jeu. Et qui travaille avec le service recouvrement, donc c'est lui. C'est l'étape suivante. Exactement. Ouais, donc je crois qu'au bout de 3 ou 4, 3 impayés, donc il y a un service pré-contentieux qui rentre en contact avec lui et eux c'est plutôt le volet légal. Donc voilà, ils informent la personne des risques qu'elle encourt si elle persiste sur cette voie-là. Ouais, bon, on m'informe de quel pourcentage de la créance on va pouvoir récupérer ou pas et je le passe en douteux ou pas. Dans le cas où le client il a du mal à rembourser ses mensualités, est-ce que vous possédez de mécanismes de réassurance? Ça en fait, si vous voulez, ça rentre en compte aussi dans le calcul de ces annuités. En fait, dans le calcul des annuités, ça prend aussi en compte l'assurance. Donc bon, le client peut-être ne le sait pas, mais il paye aussi l'assurance quand il paye le crédit. Comme vous avez dit que le client il ne sait pas, il a payé le... C'est écrit sur le contrat. Donc après, s'il lit bien le contrat, il voit bien. Je pense qu'il n'y a aucune banque,
aucun organisme financier de crédit qui donne des crédits sans assurance. Bien sûr, c'est défini sur le contrat. Il y a le tableau d'amortissement. Même moi, j'y ai accès puisque sur les 3 contrats, il y a les 3 tableaux d'amortissement. Moi, je me le mets en place par rapport au prélèvement et j'ai bien l'assurance qui s'affiche. Donc, je pense que c'est pareil pour le client. Sur ce volet-là, je pense qu'au niveau du contrat, il y a tout qui est mentionné. Donc après, c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être des clients qui lisent pas bien leur contrat, mais ce qui est important, c'est de communiquer ces informations-là. Je crois que le commercial, vous leur en parlez normalement. Oui, oui. Donc le client assure sa créance et au niveau de votre créance de nos clients, est-ce que vous l'avez assuré? Je pense que oui, tout organisme le fait, mais après c'est vrai que ça nous dépasse en fait, c'est au-dessus de nous. Donc je pense que c'est plus au niveau du directeur commercial ou directeur d'exploitation. En fait, mais je pense oui que c'est un système qui est mis en œuvre. Dernièrement, je voudrais vous parler de tout ce qui concerne l'archivage et la sécurité des données. Qui est amené à s'occuper de la base de données chez vous? C'est moi. D'accord. Pourriez-vous me décrire la procédure s'il vous plaît? Comme je vous ai dit, c'est qu'à la réception du dossier physique, là je rentre les données dans la base de données. Avec, je peux apporter certaines modifications après les contrôles effectués. S'il y a eu des modifications à faire, je les modifie également dans la base de données. Après, vous parliez aussi d'archivage. C'est moi qui reçois les 2 contrats signés par le client. Donc un que j'envoie à l'équipe crédit pour archiver là-bas. Et un, mon collègue Jérémy, à l'archivage à la compta. Et le backup de ces données, ça s'organise comment? De quelles données? Est-ce qu'il existe un backup de la système, une sauvegarde de la base de données? Je dis, il y a, dans la base de données, on numérise également tous les documents qu'on reçoit. Donc il y a à la fois les sauvegardes au niveau du service informatique. Donc, tous les documents en fait ils existent en format physique et après aussi informatique. Ouais. Et la base informatique? La base informatique, bon, lui, c'est vrai qu'il fait une partie, donc quand il reçoit les dossiers, mais après, tout ce qui est sauvegarde, sécurité, c'est un peu plus haut. Donc c'est au niveau du service informatique. Et pour tous les clients qui sont accordés un crédit, vous gardiez tous les documents qui sont fournis par eux? Oui. Une fois que le crédit est clôturé, qu'est-ce qui se passe en fait des documents? Est-ce qu'ils restent là où ils sont? Est-ce que vous les changez du stockage? Est-ce que vous les détruisez? Moi j'ai les contrats, j'archive en général. Enfin, ils sont numérisés pour que le recouvrement y ait accès facilement, avec le bon pour accord, mais moi je stocke tout à l'archivage, en physique. Voilà. Et après que le prix a été remboursé, ça reste stocké? En général, oui, ça reste stocké avec la feuille qui prouve que la personne a bien fini de payer. Et je crois que c'est notre collègue, M. Salva, qui peut nous la fournir. Que pour vous fournir un exemplaire si vous voulez l'avoir. Et donc, qui est archivé avec le dossier du client. Vous le conservez pendant 5 ans, après la fin de durée du prêt. Après, on détruit. En fait, ils sont classés par échéance. Puis reste dans la base de données, le nom reste dans la base de données, donc on peut se permettre de détruire les pièces. Oui, parce qu'à la fin du prêt, il peut rester client chez nous. Exactement, il y a des clients qui restent clients, qui contractent un autre crédit ou qui ont un compte déjà chez nous, grâce à Myriam. En fait, vous détruisez les dossiers physiques au bout de 5 ans, mais il reste toujours une trace dans le système d'information. Oui, le dossier de prêt, au bout de 5 ans, il détruit, mais de toute façon, on sait qu'on lui a fait tel prêt, telle date, et sur telle échéance, ça reste en base de données. Mais en règle générale, ça remonte. Enfin, en règle générale, les prêts sont faits sur 2-3 ans, 5 ans après déjà. Ça continue. Et vous avez un système de sécurité informatique contre le piratage, entre autres?
Je pense que toute entreprise qui a un... C'est informatique. Oui, c'est l'informatique qui s'en occupe, mais bon, nous, à notre niveau, par exemple, pour accéder à nos différents Mac, c'est avec masque plutôt, c'est avec nos identifiants et notre mot de passe, donc il y a une sécurité déjà par rapport à ça. Après, dès qu'il y a un souci, c'est le service informatique qui prend le relais. Après, par exemple, si le client a un compte chez nous, moi, j'ai pas accès à ses relevés de compte, alors qu'en commercial, ils y ont. J'aurais accès. Après, c'est une question d'habilité, bien sûr. Moi, j'ai juste le RIB qui fait ça, qui apparaît. Après, si vous voulez, j'ai les coordonnées du directeur du service informatique. Nous arrivons en fin de la réunion. Je souhaite faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, en fait, je vais faire un résumé en fonction des phases que nous avons abordées avec vous tout au long de l'entretien. Tout d'abord, pour ce qui concerne la constitution du dossier, il y a une étape de vérification par le service administratif. Vous avez fait des... tout d'abord, vous vérifiez les incohérences entre les documents et le rapprochement entre le dossier physique et le dossier en ligne, le dossier dans le système d'information. Et puis, pour la phase d'étude et analyse, il y a un double contrôle du chef de service et un responsable pour tous les dossiers des clients. Et la troisième étape, la phase finale et d'octroi de crédit, tous les contrats sont imprimés en 3 exemplaires que vous envoyez aux clients. Voilà. Et une fois que le contrat est signé, c'est mademoiselle Myriam qui contacte le client pour que le contrat, pour lui proposer de signer le contrat. Non, elle va d'abord, pardon, parce que là c'était pas bon. Elle va d'abord contacter le client avant d'imprimer le contrat, parce qu'ensuite elle peut imprimer aussi le contrat d'ouverture de compte si par exemple le client veut ouvrir un compte. Voilà ce que je vous disais, c'est au moment des offres commerciales. Voilà, c'est vrai qu'elle va avoir l'instruction de contacter le client, mais elle va imprimer que sous la demande du client. Et ce qui est plus intéressant, c'est pas d'avoir le client en crédit pendant 2-3 ans. Ce qui est intéressant, c'est de l'avoir jusqu'à la fin de sa vie en ouvrant un compte chez nous. Vous assistez sur la fidélisation. Bien sûr. Voilà, bien sûr. C'est très important. C'est vrai qu'on va porter plus d'importance sur un client qui a plus de produits chez nous, par exemple. On va être plus souple avec cette personne. Et ensuite, nous nous intéressons sur le déblocage des fonds. Vous nous avez informé qu'il n'y avait aucun souci pour le blocage. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de problème pour la mise à disposition des fonds. Et enfin, pour la phase de suivi et de clôture de dossier, c'est surtout Myriam qui s'occupe du suivi des clients. Voilà, moi je suis l'interface avec la clientèle durant toute la durée du prêt. Et en tout ce qui concerne les clients bouteurs, c'est un autre service qui s'en occupe. Si je ne me trompe pas, c'est le service contentieux. Recouvrement et tout ce qui est de recouvrement et après éventuellement contentieux. Et voilà. Après, nous allons parler aussi de l'archivage et backup. Si j'ai bien compris, vous avez toujours une base de données physique et une base de données informatique. Oui. Alors, je ne sais pas si nos collaborateurs veulent faire des remarques. J'ai une dernière petite question, si tu me permets. Donc, en fait, pour certains clients, par exemple, si des clients qui veulent un gros crédit, qui ont les moyens. Quand vous dites gros crédit, combien? Admettons 150 000 euros. Impossible. Des crédits à la consommation. On a ma collègue. 20 000 euros, par exemple, 25 000 euros. S'ils veulent
un taux un peu plus avantageux? Vous n'avez aucun moyen d'accorder des... En fait, ça dépend en fait. Donc moi je peux voir par exemple pour son projet combien il a d'argent, combien lui il ramène de fonds propres. Et après c'est vrai que ça reste éventuellement on peut lui faire un taux préférentiel par exemple s'il a un compte chez nous, ce que Myriam peut lui proposer. Mais c'est vrai que nous on peut pas trop jouer avec les pourcentages. Donc sur le taux, il est saisi manuellement. En fait, sur les bons pour accord, on a deux taux. Enfin, il a deux taux qui sortent, lui, sur le scoring. C'est-à-dire qu'il a un taux pour le client qui ne veut pas venir chez nous, et il a un taux, entre guillemets, bonus, jusqu'auquel la commerciale peut descendre. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a elle a un taux plancher qui est calculé par le scoring. Elle a un taux, on fait plus de marge s'ils ne viennent pas chez nous. Sachant qu'une fois que j'ai imprimé le contrat, et que le client le renvoie signé, le comptable, lui, va comparer le taux consenti avec le bon pour accord. Donc le taux consenti restera forcément entre les deux taux du bon pour accord. Ouais, parce que quand tu imprimes le contrat, c'est toi qui mets le taux final. Et moi, j'ai les tableaux d'amortissement, du coup, ils s'impriment sur le contrat, et moi, j'ai les mensualités après. C'est vrai qu'en règle générale, on n'a pas trop de demandes de renégociation, étant donné qu'on propose un taux très bas. Étant une banque en ligne, voilà, on peut se permettre de proposer des taux avantageux et concurrentiels par rapport aux autres banques. Moi, je voulais revenir en fait sur les statistiques que vous aviez données au début. Vous aviez annoncé en fait 10% des clients en recouvrement. Parmi ces 10%... Statistiques, vous l'avez dit? Oui, 10% de clients en recouvrement. Non, c'est pas 10%. On veut réduire de 10%. C'est l'objectif, c'est pas des statistiques. On veut réduire de 10%. Et c'est dans ce cas-là, par rapport aux résultats de l'année dernière, quel était le pourcentage de clients en recouvrement et parmi eux, les clients en perte sèche en fait. Je pense que le directeur du recouvrement saura même de répondre à cette question, mais si je me rappelle bien, je pense que c'est de l'ordre de 4%, 5%. Oui, pour les clients qui sont en recouvrement. Après, c'est vrai que le directeur du service recouvrement pourra vous donner des chiffres peut-être plus exacts par rapport à ce que vous n'avez pas forcément de retour par rapport à ça? Si, c'est vrai qu'on a des réunions régulières, mais voilà, on essaie toujours d'améliorer le système informatique, le scoring. Ce qu'on sait, c'est que déjà par rapport à nos réunions, c'est qu'on va dire qu'ils sont loin du seuil d'alerte. Donc c'est là où il y a une réunion, une plus grande réunion qui rassemble même les responsables d'exploitation. Donc et pour le moment, ils ont, on va dire, un taux qu'ils estiment raisonnable, même plus bas que par rapport, on va dire, à des établissements comme CTLM. Est-ce qu'on vous a déjà communiqué les raisons donc de ces clients en recouvrement? Bien sûr. Dû à une mauvaise sélection. Bien sûr, mais cela c'est varié. Vous savez, les accidents de travail, de la vie, ça existe. Une personne qui se fait renvoyer de son travail, une personne qui a un accident. Ça peut arriver. En fait, il y a des risques, par exemple, qu'on ne peut pas anticiper. Ça ne veut pas dire que la personne elle est douteuse ou de mauvaise foi. C'est juste qu'elle a eu un accident dans la vie et qu'elle se retrouve en retard de paiement. Il y a aussi des cas de divorce, comme vous l'avez dit. Il y a des cas de décès, par exemple. Donc il y a plusieurs cas. Donc ça, pour le décès, on est assuré. Après, nous, ce qu'on peut faire à un autre niveau, ça, on ne peut pas prévoir. Donc ce qu'on peut prévoir, c'est plutôt dans le cas où il y a des fraudes. Là, on a un retour et on essaie avec le responsable du service administratif d'être plus rigoureux. Des fois, c'est des nouvelles stratégies qui existent, c'est des nouveaux fraudeurs. Donc, nous, c'est plus sur ce volet-là qu'on peut jouer. Je suis désolée, mais comme le temps est un peu dépassé, nous allons rédiger un projet de rapport et on va vous faire parvenir rapidement. Nous sommes encore parmi vous pendant 2 semaines. Donc pendant cette période, nous allons continuer à analyser les processus et les procédures. Donc si vous avez encore des questions ou vous pensez pouvoir compléter ce qui a été dit aujourd'hui, n'hésitez pas de venir nous voir et nous allons chercher ensemble avec vous des solutions pour améliorer les processus. Donc je vous remercie encore une fois pour votre présence
et pour votre précise aide. Et nous avons eu une meilleure compréhension du fonctionnement de votre service. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci. Merci.